Bonjour à tous. Le cloud, c'est cool. Je sais que 99,999% de cette salle a touché de près ou de loin au cloud. C'est un moyen pour nous, en tant que développeurs, d'avoir une idée business et de pouvoir la déployer facilement et de se concentrer sur son métier pour, pourquoi pas, faire une levée de fonds pour la prochaine application de Hotdog connecté. Mais attention, parce que d'un point de vue décideur, ça peut être franchement dangereux comme place. Qu'est-ce qui se passe sur la donnée que je vais mettre à disposition dans le cloud? Comment je garantis au client que j'ai bien une souveraineté sur la donnée que je vais stocker, que la donnée est bien protégée, que mes workloads font bien ce qu'elles disent? Et en fait, tout ça, on va pouvoir le satisfaire grâce à la compliance, la conformité en bon français, qui va donner un certain nombre de garanties vis-à-vis de la maîtrise de ce risque-là. Et la compliance dans le cloud, c'est un vaste sujet. Mais avec Tanguy, on a découvert ce moteur de règles, Cloud Custodian, qui en traite une petite partie, mais va vous permettre en fait de reprendre des réflexes de développement, des réflexes DevOps, pour gérer vos différentes règles à l'intérieur de votre cloud. Je m'appelle Ismaël Omani, je suis Cloud Developer, Cloud Native Developer chez WeScale. Je suis Cloud Builder chez WeScale aussi depuis 2 ans et demi. Et WeScale, qui sommes-nous? Nous sommes une entreprise de conseil dans la tech, spécialisée sur le cloud public, essentiellement AWS et GCP. On a aussi plein de choses, on travaille avec plein d'autres technologies, technologie HashiCorp par exemple. Et du coup, on a 3 pôles. On est historiquement basé à Paris, mais on a maintenant une agence à Nantes et aussi une agence full remote. Venez vous nous rencontrer sur le stand si vous voulez. Je pense que vous ne l'avez pas vu. Donc la conformité, c'est garantir la maîtrise du risque. Donc en fait, c'est donner une certitude au niveau du client que vous avez pris les points nécessaires, mais non suffisants, pour vous prémunir de certains risques. On en parlait, par exemple, fuite de données, ou vis-à-vis d'une mauvaise manipulation, qu'elle soit intentionnelle ou non. Et en général, on a 2 sources vis-à-vis de cette conformité. Il y a une source légale, on connaît par exemple PCI DSS, on connaît RGPD, mais ça peut être aussi en interne, on peut avoir de la conformité vis-à-vis d'une politique de ressources humaines, ISO ou FinOps, etc., budgétaire. Et en tant que règle, ça peut s'interpréter comme un obstacle à l'innovation. Mais concrètement, ça ne devrait pas l'être. Il faut créer une situation win-win. Il faut être capable d'embrasser cette conformité comme faisant partie de notre business pour pouvoir en fait l'intégrer dans notre processus d'innovation. Et l'intérêt de ça, c'est surtout que, in fine, l'audit devienne un non-événement, que l'auditeur arrive et soit autonome dans la découverte des différentes règles et dans le fait de découvrir si effectivement elles sont bien intégrées sur notre plateforme. Il faut aussi avoir une facilité d'évolution et une transparence vis-à-vis de ce qui est mis en place afin que chacun, dev, project manager, puisse avoir son mot à dire sur les règles et les modifier, les faire évoluer et à la fin avoir une politique de gouvernance autour de cette compliance. La compliance, ce n'est pas quelque chose de nouveau chez les cloud providers. Ils proposent déjà un modèle de responsabilité partagée et on dira assez souvent sur la GCP, AWS ou Azure que le cloud est PCI DSS compliant, par exemple, ce qui veut dire en réalité que le hardware qui vont vous mettre à disposition, les services managés qui sont autour de ce hardware sont, eux, PCI DSS compliant, mais vous avez toujours cette responsabilité vis-à-vis des workloads que vous allez mettre, vis-à-vis de la data que vous allez produire et des différentes interactions entre vos services pour les rendre compliant. Ça, c'est à vous de le faire. Et l'objectif, pour revenir à cette idée de situation win-win, c'est de faire intervenir la compliance comme faisant partie de notre cycle de vie logiciel. Alors on connaît tous
les méthodes qui ont fait leurs preuves, donc CI/CD, approche DevOps. Et l'idée, ça va être de faire rentrer ce contexte de compliance dans cette approche-là. Et là, c'est ce que le schéma illustre, c'est que on va faire de la policy as code, et même as a service, en mettant tout ça dans un repo GitHub pour avoir du versionning. Alors GitHub Git, hein, attention, pour avoir du versionning, de la CI/CD pour faire des contrôles, différents contrôles, et in fine, le déployer sur notre plateforme pour que la plateforme, en fait, ces règles, ces différentes règles, soient codées directement à l'intérieur de la plateforme, et de sorte que chaque applicatif qu'on va déployer au niveau de la plateforme soit par design compliant. Et on pense avec Tanguy qu'il y a un framework qui nous permet de penser en fait cette approche qui se décline en 3 couches. Donc la compliance, on peut la mettre en place en jouant sur 3 niveaux. Le premier, c'est Identity et Access Management. Qui a le droit de faire quoi? Ça, c'est le premier niveau. Effectivement, on va pouvoir mettre un certain nombre de blocages vis-à-vis de ce que peuvent faire les consommateurs de ma plateforme cloud. Mais cette confiance, ce trust-là, je n'ai pas de contrôle factuellement dessus. Je vais donner effectivement un droit éditeur à quelqu'un parce que je lui fais confiance et parce que pour travailler, il a besoin de faire ça, mais je ne contrôle pas le fait que il peut faire une mauvaise manip ou avoir oublié que certaines choses doivent être observées, donc les règles en particulier. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir les 2 autres couches qui sont liées à la policies. La première, qui est passive et qui est intégrée en fait dans le cloud provider en tant que organization policies. On va avoir dans la console en fait vraiment des flags interdisant par exemple l'exposition sur un bucket d'objets publics ou l'interdiction de créer de la ressource dans telle région. Néanmoins, il y a une certaine rigidité puisqu'on est lié au cloud provider qu'on va consommer et on est lié à leur manière de comprendre la compliance, qui n'est pas celle de notre business, qui n'est pas celle qu'on a en interne pour une politique budgétaire, par exemple. Et c'est la 3e couche, la Reactive Platform Policies, qui va nous permettre de jouer, d'avoir un degré de liberté sur ces différentes compliance que l'on veut mettre en place avec notre langage. Et en général, cette approche-là, elle est souvent traitée par ce qu'on appelle de la chorégraphie, c'est-à-dire qu'on va spawner, on va créer des services sur la plateforme cloud, par exemple des cloud functions ou des lambda, que l'on va chorégraphier entre elles via un bus de messages pour mettre en place une règle. Il y a un double inconvénient, c'est le premier, c'est qu'il faut penser l'architecture de ça, donc on est dans la subjectivité, et le second inconvénient, c'est qu'il va falloir coder ce qui se trouve à l'intérieur des différentes functions ou compute en fait, qui vont imposer les règles. Alors, effectivement, on peut faire de la bonne pratique, on va terraformer tout ça, on va faire de l'infrastructure as code, mais néanmoins, on a quand même ces 2 axes subjectifs et qui, en plus, créent un risque de duplication. Parce que dans une entreprise, chacun pense à sa manière. Malheureusement, on a des silos de connaissances qui se créent. On lutte contre ça, mais ça arrive. Et il se peut que en fait, le travail que je suis en train de faire là pour faire imposer la règle numéro 5, en fait, quelqu'un l'a déjà fait. Et c'est là que Cloud Custodian en fait, intervient, c'est que Cloud Custodian va vous donner va vous offrir un DSL pour exprimer vos différentes règles avec vos propres termes. Et ça s'arrête là. Tout ce qui va être infrastructure et code qui va mettre en place, qui va imposer ces règles-là, c'est Cloud Custodian qui le crée. Donc là, par exemple, un scheduler qui va appeler des Cloud Functions. C'est grâce au DSL de Cloud Custodian que tout ça va être mis en place et ensuite qui va fonctionner de manière automatisée. Et donc, vous bénéficiez d'une communauté qui a déjà pensé ces problèmes-là en amont, qui les a déjà éprouvés, et vous bénéficiez gratuitement de cette expérience. Et du coup, Cloud Custodian, merci beaucoup pour la théorie, Ismaël. L'idée, c'est que voilà, on va vous présenter cette librairie open source. Le petit canard est là, et il n'est pas là pour rien, puisque bon, voilà, ça reste des choses qui sont
pour certains providers complètement déjà mis en place. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. On est sur des produits qui sont en bêta ou même en alpha. Et donc, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Donc Cloud Custodian, c'est une librairie écrite en Python qui permet, via des policies écrites en YAML, de scanner des plateformes, de scanner des objets en particulier. Et on va le voir ensuite. Étant donné que c'est du Python, à partir du moment où on est dans un virtual environnement, on peut le faire tourner absolument partout. C'est par essence multi-cloud, puisqu'on va à chaque fois s'appuyer sur les briques des différents providers pour effectuer le contrôle. En plus de ça, c'est un projet qui est à l'état dans l'initiative Sandbox du Cloud Native Computing Foundation. Et du coup, un produit open source qui a à peu près une release par mois. Voilà. Donc ça avance assez vite, ça ajoute beaucoup de choses, il y a beaucoup d'issues ouvertes, beaucoup de PR ouvertes. C'est hyper intéressant. Sous le capot, Cloud Custodian, comment ça fonctionne? En gros, on va écrire une policy, comme vous le voyez ici. Donc là, on est sur Azure, et en fait, on va cibler spécifiquement une ressource, un type de ressource qu'on veut regarder. On va ensuite filtrer sur les différentes ressources qui existent sur la plateforme à l'aide de différents filtres. Et ensuite, on va faire des actions dessus. C'est marrant parce que on peut faire un parallèle très rapidement avec du SQL. En fait, on va avoir le select qui va être l'action, le from qui sera la ressource qu'on veut cibler, et le where qui sera du coup les filtres qu'on veut appliquer. Si on parle un peu chiffres maintenant en termes de couverture, Cloud Custodian, en gros, vous avez ici la couverture sur Amazon, Azure, GCP et du coup d'autres petites initiatives qui sont à côté sur Cube ou sur OpenStack. Et ça reflète bien les parts de marché des cloud providers. On a Amazon qui racole en tête. Alors c'est parce qu'à la base, Cloud Custodian c'était développé par Capital One, qui sont très ancrés chez AWS. Et du coup, on s'est dit que voilà, ce projet-là pouvait être hyper intéressant pour les autres cloud providers aussi. Donc Cloud Custodian a plusieurs modes d'exécution. On peut le run localement, c'est-à-dire on va écrire la policy, donc par exemple sur les disques Azure qu'on a vu tout à l'heure, et en fait on va faire custodian run de la policy, il va effectuer les actions et utiliser les API pour les faire. Mais l'idée c'est que, comme le disait très bien Ismaël, on veut que la compliance fasse partie du cloud. On ne veut pas que ce soit quelque chose aside. Du coup, en fait, on va s'appuyer sur les différentes briques serverless des cloud providers et sur différents autres services managés. Donc, chez AWS, on va utiliser le CloudWatch Event, que ce soit du cron ou des événements venant de CloudTrail pour déclencher une fonction lambda. Et côté Google, on va faire exactement la même chose avec un Cloud Scheduler AuditLog. Et chez Azure, on a le même principe avec du coup EventGrid et leur Cloud Scheduler aussi. Donc maintenant, on va parler un petit peu de type de filtres. Il y a 3 grands types de filtres sur lesquels on peut filtrer. Donc les filtres de value qui sont issus en fait d'un describe d'une ressource. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, on va choisir telle ressource. Cloud Custodian va aller describe, lister toutes les ressources qui existent sur cette ressource, enfin, sur cette catégorie-là. Et ensuite, le résultat du describe, il va regarder à l'intérieur les différents paramètres qu'on lui donne, qui sont setés, et du coup ça va permettre de filtrer là-dessus. On a les filtres d'event, donc là ça fonctionne uniquement en mode serverless, puisqu'il faut que ce soit du pull, enfin du push. C'est-à-dire que c'est la Cloud Function, la fonction lambda, qui a reçu un événement. Du coup, on va vérifier ce qu'il y a dans cet événement-là, et du coup, on va appliquer une compliance spécifique en fonction de ça. Et ensuite, on a des specific filters, des filters qui sont, donc ce sont en fait des filtres qui sont dédiés par ressource, en fait, qui vont être vraiment spécialisés par ressource. Donc là, je vais vous présenter un premier exemple dans AWS. Donc en fait, il s'agit de, voilà, on a le besoin, c'est de dire, on a un trail, Cloud Trail, et on veut, pour garantir l'inaltérabilité des logs, avoir le setting log file validation d'activer. Donc, on a, si on regarde bien la policy, on a ici la ressource AWS Cloud Trail, une liste de différents filtres que je vais vous expliquer ensuite, un mode d'activation, et là on est du coup sur un mode Cloud Trail, donc on va déclencher une fonction lambda, un événement CloudWatch pour aller avec ça, et du coup l'action qu'on va vouloir effectuer derrière.
Je vous ai mis cet exemple parce qu'en fait, là, on a la liste de quasiment tous les types de filtres qu'on peut avoir. Donc on a un premier filtre qui va être de dire, bah voilà, la ressource qui a eu cet événement-là, sur laquelle cet événement est arrivé, il faut qu'il ait le tag Trail to Watch. Parce qu'en fait, voilà, on applique de la compliance, mais dans un environnement de dev, par exemple, on va être plus flexible pour ça. Ensuite, on va avoir un specific filter, qui est un filtre de type status, donc spécifique à la ressource CloudTrail, et il va falloir vérifier que ce trail-là, il est bien activé. Ensuite, on a deux value filters, du coup. Un premier qui va nous exprimer, enfin, nous dire que voilà, c'est le trail multirégional de ce compte, et donc c'est celui-là qu'il va falloir qu'on regarde. Et on va aussi s'assurer que c'est celui qui délivre des logs au bon endroit, dans notre bon bucket de logs centralisé. Et pour terminer, en fait, on a un event filter, et donc là, vous voyez, c'est du JMespace, en fait, dans la requête API entrante. Et il va falloir vérifier que on a bel et bien eu une action volontaire ou non, malicieuse ou non, mais qui a mis à false le Enable Log File Validation. Voilà en gros ce que ça donne pour la question des filtres. Maintenant qu'on voit un petit peu comment ça fonctionne, Cloud Custodian, on va aller un peu plus loin et en fait on va exprimer la notion en fait, de chaînage de policy. L'idée c'est de faire des cascades. Par exemple, l'exemple qu'on va prendre là, c'est qu'on a dans AWS un cluster RDS. Ce cluster RDS, malheureusement, quand on le crée, si le développeur ou le SRE crée un cluster RDS qui n'a pas la bonne configuration en termes de rétention de ces snapshots, et ben en fait, on ne peut pas la modifier directement. Donc c'est bien de réagir à un événement, on sait qu'il a été créé, mais on ne peut pas réagir directement dessus, puisque tant que le cluster est provisioning, on ne peut absolument pas changer ses settings. Et donc c'est là qu'on va montrer la notion de mark for op. Donc l'idée c'est, on va réagir à l'événement, on va scanner cet événement-là, et on va vérifier que la ressource n'est pas compliant. Si elle n'est pas compliant, on va lui ajouter un tag et lui dire dans tant de temps, tu vas nous faire l'opération. Et là, le temps de temps, c'est dès que c'est possible, quand l'instance sera available. Et donc, on a la notion d'action a posteriori, et on peut chaîner ça facilement. Donc, première étape, on crée un DB cluster. Deuxième étape, en fait, le DB cluster n'est pas compliant. Du coup, on le marque pour une action de compliancy plus tard. On attend que la ressource soit disponible. Et ensuite, on va venir enlever, le tag qui a été apposé par Cloud Custodian pour les soucis justement de ne pas garder de ce genre de choses. Et après, du coup, vous n'avez plus qu'à aller vous faire un café, parce que fondamentalement, tous vos DB clusters seront compliant, en fait. Au moins à ce niveau-là. Donc ça se définit comment? Ça se découpe en trois policies. On a une première policy qui va réagir sur soit create DB cluster, soit modify DB cluster, puisqu'en fait, fondamentalement, les deux sont importants, parce que voilà, quelqu'un peut très bien venir le modifier derrière, et du coup altérer ce setting-là. Et on va filtrer sur les DB clusters qui ont un backup retention period en dessous de 35 jours. Et du coup, les actions qu'on va effectuer, c'est l'action mark for op, donc marquer une ressource pour une action ultérieure. Et surtout, voilà, la notification, hyper important dans la compliance, dans la sécurité de manière générale. L'information, c'est le nerf de la guerre. Donc il faut absolument tout le temps faire de la notification, notifier les gens pour qui c'est important, donc les gens qui sont garants de la compliance et de la sécurité, mais aussi notifier les personnes qui ont fait les actions. Ce qui est bien, c'est que là, dans l'événement, on peut aussi savoir qui a fait l'action, et donc notifier la personne en disant « Ok, tu as fait quelque chose de pas bien, on a le filet de sécurité qui va rattraper ce que tu n'as pas fait, mais la prochaine fois, évite quoi. » Et donc on a ici une seconde policy qui, elle, va être une policy périodique, donc qui va se déclencher toutes les 2 minutes et qui va regarder tous les RDS clusters qui ont le backup retention period à moins de 35 jours, qui sont marqués pour une opération et qui ont le status available. Et c'est à ce moment-là qu'on va effectuer l'action de forcer la rétention à 35 jours. Et puis pour terminer, on a une dernière policy qui, elle, pareil, va se déclencher toutes les 2 minutes. Et le but, ça va juste être d'identifier les clusters qui ont été précédemment marqués pour une opération, dont la backup retention period est compliant, juste pour enlever le tag en fait, qui avait été apposé par Cloud Custodian à la base. Donc on voit qu'on peut quand même aller assez loin dans la complexité et dans le chaînage des policies. Et pour le coup, c'est quand même hyper facile d'accès.
Et du coup, voilà, l'intérêt là-dedans, c'est que, en termes d'auditabilité, en fait, on peut aller loin parce qu'en fait, à partir du moment où on met tout ça sur du Git, qu'on s'inscrit dans un workflow GitOps, on va pouvoir hyper facilement savoir l'état de ma plateforme. La source de vérité, c'est le repository. Donc comme ça, on n'a plus aucun problème et on est sûr de ce qui se passe sur notre plateforme. Et en plus de ça, voilà, il y a plusieurs implémentations possibles, soit pour des cas de FinOps, start et stop des instances, le week-end par exemple en développement parce qu'on n'en a pas forcément besoin. En plus, d'autres implémentations possibles aussi pour du coup envoyer des informations. Il faut savoir que CCTN a plusieurs add-ons entre guillemets, par exemple CCTN Mailer qui va permettre de brancher soit Slack, Splunk ou autre chose, ou un SIEM quelconque pour directement remonter les alertes en centrale. Et du coup, comme on vient de le dire, la conformité, forcer l'application de certains settings. Donc maintenant, c'est vachement bien, mais ça reste de l'open source. Tout n'est pas fait dedans, et on se rend compte à l'utilisation au jour le jour qu'il reste pas mal de choses à faire. Et donc, ce qu'on a fait pour cette présentation, nous, on a voulu tester d'ajouter une petite feature à Cloud Custodian donc sur la partie GCP, parce que voilà, elle est encore en chantier, donc il y a forcément plein de choses à faire. Il y en a moins à faire sur AWS. Donc la première chose, c'est identifier un besoin. On a identifié le besoin, c'était de dire, en fait, il n'y a pas d'action start sur les instances SQL GCP. Donc ça, on l'a identifié très vite parce qu'on a essayé de le faire pour une présentation. Et donc ce qu'on a fait, c'est que derrière, c'est pas grave, on fork le repo, on ajoute l'action dans la registry, on développe les tests nécessaires, et ensuite, il n'y a plus qu'à faire une pull request, et ça a été émergé en une semaine, un truc comme ça. Donc voilà comment ça se dépile. Si tu peux remonter tout en haut, s'il te plaît. Ajouter une action dans la registry, c'est aussi simple que ça. Donc, quiconque a déjà fait du Python peut absolument contribuer à ce repo open source, c'est vraiment hyper facile à faire. Voilà, et après il y a un petit bout de code métier, mais c'est pas grand chose. Ensuite, là vous voyez que ça passe sur des stubbers de tests, donc c'est des réponses API, et ça je vais vous l'expliquer. En gros, pour pouvoir merger, pour pouvoir faire le code coverage, il faut absolument créer un test dédié pour la nouvelle action qu'on a ajoutée. Ici, vous avez dans le load policy, en gros, la transaction JSON de ce qu'on pourrait écrire comme une policy en YAML. C'est aussi simple que ça. Et derrière, on va utiliser la fonction au-dessus, le self replay flight data. Donc en gros, ce sont des stubbers. Donc la manière dont fonctionnent les tests, c'est vraiment des tests unitaires. On va, dans un premier temps, record les flight data. Donc c'est-à-dire récupérer les réponses API des actions que Cloud Custodian essaie de faire. Et dans un second temps, en fait, on va replay les flight data juste pour les tests et que ce soit plus rapide et qu'il y ait une dev expérience plus sympathique. Globalement, voilà pour la partie introduction à Cloud Custodian. On peut faire énormément de choses. Maintenant, on s'est dit que ça pouvait être sympa de vous faire une petite démo un peu plus poussée que ça et d'aller chercher directement sur GCP en temps réel voilà, l'exécution de policy et forcer un point de compliance bien précis. Du coup, je vous laisse entre les mains d'Ismaël qui va nous faire sa petite démonstration sur les App Engine, donc les Compute Engine avec des IP publics. Ouais. Donc on avait un petit problème d'internet là juste avant la démo, on est en partage de connexion. Mais l'idée c'est que on va appliquer une règle de compliance au niveau de la GCP. Donc là ça a l'air de passer, c'est cool. Donc pour ceux qui se posent la question, mon environnement de dev c'est le Cloud Shell. Donc c'est une VM qui est provisionnée pour vous dans le cloud et qui va vous permettre de monter en compétence assez facilement dans un environnement déjà fait pour la GCP. Donc ça vous provisionne un shell avec un certain nombre d'outils et sur lequel vous pouvez vous connecter à n'importe quel service sur lequel vous aurez droit, en plus d'un IDE dans lequel vous allez pouvoir coder. En particulier, dans ce Cloud Shell, on a installé Cloud Custodian. Il se trouve qu'il y a Python déjà d'installer dans Cloud Shell, donc on va utiliser des virtuels environnements. Et on va créer une policy dont l'image globale est la suivante, c'est pour chaque compute instance que je vais démarrer sur la GCP, je veux vérifier qu'elle n'expose pas d'IP public, et si c'est le cas, envoyer une notification et stopper. On va
Ensuite, aussi, créer une exception. C'est si mon action s'appelle unstoppable, enfin, mon instance s'appelle unstoppable, suivi d'un ID, alors on la redémarre et on la fait sortir du scope de cette règle. Tout ça, ça se formalise au niveau donc, du DSL custodian via un YAML donc, que j'ai nommé forbit public IP. Et on a le même formalisme de tout à l'heure, à savoir on a différentes policies qui me permettent d'expliquer en des termes business cette compliance que je viens d'exprimer. Donc on a cette première étape qui va consister à dire à chaque spawn d'instance, on va labelliser l'instance avec une clé state de fest. On va voir à quoi ça nous sert par la suite. Et une clé next policies qui va pointer, qui va donner la valeur check public IP. Cette policy se déclenche sur un insert d'une ressource GCP instance. Donc on va écouter l'audit log et à chaque événement d'insert, appeler cette policy. Le flag next policy qu'on vient d'appliquer, en fait, il va nous servir sur une policy suivante qui va justement filtrer sur ce label-là pour dire « Ah, ok, toi, en tant que compute instance, tu es labellisé check public IP, donc je vais appliquer mon action sur toi. » Et cette action-là, c'est de faire un mark for hop en stop, avec l'opération stop. Donc ça veut dire, côté Cloud Custodian, on va labelliser avec un label spécifique à Cloud Custodian mon instance pour être pris en compte par une troisième policy qui va, elle, faire le stop effectif. Et aussi, on a une notification. Donc là, on se sert de PubSub pour envoyer un message. Et on est capable de spécifier à l'intérieur du message aussi une adresse email à prévenir. Concernant le mode de cette policy, on l'a rendu GCP périodique. Ça veut dire qu'on va se baser sur le Cloud Scheduler. Donc ça, encore une fois, c'est pas nous qui le décidons, c'est Cloud Custodian, pour vérifier toutes les minutes, en fait, parmi mes instances, est-ce qu'il y en a une qui est apparue avec le tag check public IP. Et on va avoir la même logique au niveau de ma troisième policy, stop instance with public IP. C'est comme j'ai découvert que mon instance avait une IP publique via mon précédent filtre. Donc Tanguy l'a dit, on a du JMespace ici qui me permet en fait d'inspecter le contenu de mon instance et donc de déterminer si oui ou non elle a une public IP. Eh bien, cette instance-là, je vais la détecter via un filtre marked for hop. Donc, il faut bien voir le lien entre le mark for hop qu'on a mis ici pour l'opération stop et ce fameux marked for hop pour la même opération. Donc là, on a créé un lien, si vous voulez, entre ces deux policies qui vont jouer de concert afin d'appliquer une conformité. Et sur le type d'instance, on va mettre stop. Concernant l'exception que j'ai mentionnée, on est capable en fait aussi d'écouter l'audit log sur un event, cette fois stop, pareil sur le type d'instance GCP instance, type de ressource GCP instance, et d'appliquer une action, cette fois de start, et en plus de ça, de dire les labels que tu avais et qui ont permis en fait de détecter cette instance comme étant contraire à la règle de ne pas avoir d'IP public, en fait on va les enlever. Et on va dire que cette instance-là ne bénéficie plus de cette conformité. On l'a décidé telle qu'elle. Donc ça, on exprime ça via ce DSL. Là, on va donc mettre en place cette policy. Et on l'a évoqué tout à l'heure, ça va passer par un certain nombre de provisioning de ressources sur votre plateforme. Donc, première chose, déjà, c'est d'activer notre environnement, notre virtuel environnement, où on a installé d'une part Cloud Custodian et d'autre part
Cloud Custodian GCP, donc tout ce qui est provider lié à la Google Cloud Platform, et qui vont me permettre de pointer des ressources dans mes policies qui sont propres à la GCP, ainsi que des actions et des filtres. Ensuite, on va au niveau de la policies, des policies. Donc on a bien les fichiers YAML qui correspondent à mes policies, et en particulier le forbid. Vous voyez que Cloud Custodian, c'est une CLI que je vais pouvoir appeler avec l'argument run et pointer vers mon YAML qui va donc interagir in fine avec ma plateforme, mon projet GCP. Donc là, vous voyez, on me demande des autorisations pour justement interagir. Et il va donc provisionner un certain nombre de ressources. Et on les voit apparaître au fur et à mesure ici. Donc en particulier les Cloud Functions donc qui sont apparus avec un certain des event types différents. Donc si on regarde l'event type topic publish, c'est pourquoi c'est parce qu'en fait ça correspond à mes policies qui écoutent l'audit log. Et là, Cloud Custodian va créer la Cloud Function, mais aussi créer un topic pub-sub sur lequel EventLog ira poster ces différents events de démarrage et de stop d'instance pour, in fine, déclencher ces Cloud Functions. Et sur les event types HTTP, par défaut, le trigger HTTP, cette fois, c'est en fait le GCP Periodic Mode qui va se baser sur le Cloud Scheduler. Donc on le voit ici. On a eu l'apparition en fait de deux jobs différents qui correspondent en fait à mes jobs de vérifier, filtrer mes instances avec une public IP pour appeler derrière une Cloud Function, et l'autre qui correspond à stopper mes instances avec pareil le Cloud Scheduler qui va appeler une Cloud Function pour stopper mon instance. Donc le test, c'est simple, ça va être de créer des ressources type compute instance. Donc, on va créer par exemple une instance Titi. Et si vous avez bien suivi, quand elle va être créée, elle va être taguée, donc avec defest et le next policy, ce qui va permettre derrière à ma seconde policy, qui est elle périodique, de détecter cette instance et de vérifier si oui ou non elle expose une IP publique. Et pareil, ensuite, ma troisième règle va prendre le relais et vérifier si cette instance a été taguée comme étant non conforme pour pouvoir y appliquer l'action de stop par-dessus. Et donc on voit effectivement là qu'elle est apparue, mon instance, OK. Et si je liste les labels associés, tac. Comment? Je l'ai provisionné trop tôt. Effectivement. Ouais. Alors, effectivement, bien vu Tanguy. Cloud Custodian, en fait, les Cloud Functions mettent un peu de temps à se provisionner. C'est pour ça que là, pour le coup, ça n'a pas marché tout de suite. Mais du coup, tu vas aller le voir. Et donc, on va voir. Normalement, elles devront être bien. Ça nous permet de faire une petite digression en attendant. Je prends le relais pendant que tu regardes ça. En fait, on voit bien que ça ne suffit pas à soi-même, Cloud Custodian. On a besoin d'autres choses. Là, typiquement, on a eu besoin d'activer les API sur ce projet-là. On a eu besoin de créer un service account que la Cloud Function va utiliser. Donc, c'est pas un élément c'est pas une librairie qui va se suffire à elle-même. Elle a besoin d'autres choses pour fonctionner. Mais une fois que tout est en place, en fait, on peut démultiplier le nombre de policies de conformité qu'on met en place. Oui, tout à fait. Donc là, on voit le Terraform qu'on a créé pour cette démo. On crée un ensemble de ressources qui vont supporter en fait cet aspect Cloud Custodian qui va créer ces services. Donc effectivement, il faut que certaines API déjà soient up, notamment Cloud Function par exemple, GCP instance. Et aussi, il va falloir aussi provisionner un service account. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais quand on mettait notre policy périodique, donc, qui va se baser sur le Cloud Scheduler, il va appeler des Cloud Functions. Et on va lui donner une identité
qui soit de préférence avec le nombre de droits le minimaliste. Donc on soit sur une approche least privilege policy. Et donc on a créé pour cette démo un compte de service dédié avec un nombre de permissions juste pour appeler les Cloud Functions qui ont été provisionnées. Donc on va recréer, alors déjà vérifier que les instances ont été bien démarrées, donc les Cloud Functions sont bien démarrées, très bien. Et on va recréer cette fois une instance de compute. Hop. Hop. Qu'on va nommer cette fois Toto. Hop. Donc voilà, on la voit apparaître, provisioning, staging, elle va passer en running. Et en passant, voilà. Donc là, on voit bien que Titi est passé sous le radar, parce que les Cloud Functions n'étaient pas encore provisionnés. Finalement, un mal pour un bien, on voit bien qu'il n'y a pas de magie derrière, il y a des Cloud Functions qui vont vraiment faire quelque chose. Et on a Toto, qui lui n'est pas passé sous le radar, et qui a effectivement les tags nécessaires pour appliquer la seconde policy, qui sera appelée, donc on a dit toutes les minutes via le scheduler. On peut forcer le destin en allant directement déclencher la policy. Donc on a vu qu'en premier c'est check public IP. On fait un run now. Et qu'est-ce qui va se passer sur voilà, mes labels, il y a un second label qui a été apposé, qui correspond au mark for up stop. Parce que par défaut, quand je crée une instance compute, il y aura une IP publique dessus. Et la troisième policy, qui va consister à récupérer, en fait, à filtrer cette instance-là pour la stopper et notifier un topic. Je la run aussi. Et je vais avoir voilà, Toto qui est déjà terminated, ça a été assez rapide. Et on va refaire la même approche, mais cette fois en créant une instance qui correspond donc à cette fameuse regexp dont on parlait et qui va passer outre la policy. Donc, unstoppable, ok, tiré 1, 2, 3, 4, 5. Et on va avoir exactement le même schéma, le même workflow. Mais cette fois, on aura la dernière policy qui consiste à redémarrer l'instance parce que mon instance s'appelle unstoppable qui va s'activer. Et donc, si on regarde les labels appliqués à unstoppable, encore une fois, j'ai la même policy. Hein. Okay. Et maintenant, je vais pouvoir appeler ma policy 2. Okay. Est-ce qu'un label a été appliqué? Normalement, oui. Donc j'ai bien le mark for up de stop qui a été appliqué. Pourquoi? Parce que j'ai une IP publique. Ensuite, est-ce qu'elle va s'arrêter? Oui, parce qu'elle est taguée. Et donc on la voit stopping. Donc ici. Et une fois qu'elle sera terminated, normalement, elle sera reprise au démarrage pour pouvoir, en fait, du fait qu'il y a cette policy, voilà. Donc on voit le provisioning sans les mains, ça s'est redémarré tout seul. Et il faut bien voir, en fait, dans Cloud Custodian, il y a quelque chose d'intéressant par rapport à l'approche chorégraphie. On est toujours sur une approche chorégraphie concrètement, mais on a maintenant une vision via le YAML qui nous permet de nous rapprocher un peu du workflow, où on a ce centre, ce control plane, qui nous permet d'avoir une vision sur nos différentes policies qui sont mises en place. Mais on pressent aussi qu'il va falloir avoir une certaine rigueur quand on va intégrer en fait, ces policies au sein d'un groupe. Et là, finalement, il va falloir se mettre d'accord entre les différentes personnes.
Et on conclura en fait cette démo avec la partie, donc le mode pool dont a parlé Tanguy tout à l'heure, qui va nous permettre de nettoyer nos différentes ressources qu'on a approvisionnées dans notre instance GCP, dans notre projet GCP. Et en fait, c'est pour vous démontrer un usage de Cloud Custodian qui va vous permettre de faire du batch vis-à-vis de vos instances, de vos ressources qui sont sur le cloud. Là où typiquement on ferait du scripting avec gcloud pour faire une boucle for, pour effacer, mettons, toutes les instances, toutes les ressources labellisées DevFest, ce qui est le cas de nos ressources qu'on a provisionnées. Là, en fait, j'ai créé une policy avec un filtre sur ce tag-là et une action sur ce type GCP instance, stop. Même delete en fait, comme ça elles disparaissent. Et c'est le DevFest Compute là que j'ai appelé instance deletion, et on va conclure avec ça. Vous voyez, il y a mon filtre, il détecte 2 instances et elles sont en train d'être terminated, et in fine en fait il y aura juste Titi qui restera parce que lui est passé sous le radar, donc il n'a pas été labellisé DevFest. Voilà. Tu peux mettre la slide d'après si tu veux. Tu veux quoi? Mets la slide d'après si tu veux. Et du coup, on vous remercie énormément pour votre attention. On espère que ça vous a plu. Et du coup, c'est bien, on a fini un petit peu en avance, même si je crois qu'il y avait un petit délai sur le timer. Et donc, on va pouvoir prendre des questions si vous en avez. On y répondra avec grand plaisir. Déjà, bravo à Tanguy et Ismaël pour... Avant de commencer les questions, je vois que vous avez quelques supporters dans les premiers rangs, j'ai l'impression. On n'est peut-être pas venus tout seuls. Ouais. Je vois ça. Pour les questions, vous allez pouvoir les poser directement sans micro, mais puisqu'on est quand même assez proche pour tous entendre la question, mais je répéterai la question ensuite pour que ceux qui nous regardent via la salle de rediffusion puissent aussi l'entendre. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez pensé à faire un module Terraform qui permet donc de compiler tous ces éléments pour les livrer ? Alors ça peut se faire, le problème c'est que ça va être très dépendant, alors pour Google particulièrement, parce que l'activation des API, ça va être très dépendant de ce qu'on va vouloir protéger ou ce qu'on va vouloir mettre en conformité. Après, il y a la possibilité de le faire, tout à fait. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais ça pourrait être très intéressant en fait, comme vision, d'apporter du coup des paquets complets avec l'IAM qui va avec le bloc de mise en conformité. Ça peut être très intéressant, effectivement. D'autres questions ? Oui. Oui. Alors la question étant sur le coût, étant donné que ça déclenche pas mal de choses et que ça touche à beaucoup d'éléments, quel est le coût de tout ça ? Alors, ma version de la réponse, c'est qu'on se base essentiellement sur des techno serverless, donc le surcoût est plutôt limité. Effectivement, il va y avoir des déclenchements, donc là pour la démo on a fait toutes les minutes, c'était pour la démo. En général, on ne va pas faire une fréquence aussi grande. On peut aussi faire autre chose que du scheduling. On peut tout à fait faire des notifications sur des topics sur lesquels sont inscrits d'autres policies. Et cette fois, on serait sur du réactif plutôt que je cherche en permanence un tag. Donc, fondamentalement, la réponse, on se base sur du serverless. Donc, normalement, le surcoût est minime. Et après, c'est sur la stratégie de la policies, du lien entre les policies, qu'on pourra jouer à la hausse ou à la baisse sur ce surcoût. À titre d'exemple, moi j'ai eu l'occasion de pas mal l'utiliser chez un de mes clients. On a sur le compte d'homologation à peu près 250 contrôles Cloud Custodian par région pour une facture totale de $14 mensuels, avec des comptes d'homologation où les policies sont testées en continu. Donc c'est globalement pas si cher que ça. D'autres questions ? C'est que c'était très clair en tout cas. Je peux peut-être en poser une également de
De mon côté, est-ce que vous avez eu la possibilité de faire peut-être soit des comparaisons, soit des mesures chiffrées sur ce que ça a pu peut-être apporter votre outil qui s'inscrit donc dans une démarche plus DevOps, d'automatisation de tout ce qu'on peut avoir dans les infrastructures? Est-ce que vous avez pu avoir quelques chiffres de comparaison, peut-être comparés à des approches plus manuelles? Alors pour le coup non, c'est quelque chose qu'on n'a pas étudié. Ce qu'on a étudié par contre c'est le coût de ce que font certains fournisseurs de services. Je pense à Prisma Cloud ou l'autre dont je parlais, ou Forseti par exemple, qui fait un peu ce genre de choses. Alors le coût du le fait maison ça a un coût. Il faut savoir que Prisma Cloud ça coûte quand même hyper cher. C'est une très bonne technologie, si on peut se le permettre, je pense qu'il faut y aller. Mais c'est pas à la portée de toutes les bourses non plus. Donc, pour le coup, en termes de chiffres, on n'a pas vraiment poussé la chose. Y a-t-il d'autres questions? Merci pour la réponse déjà. C'est mieux. Comment vous faites les tests sur vos politiques? Est-ce que vous créez des ressources bidons que vous devriez répondre? Comment ça se passe quand vous poussez une policy en production, par exemple? Peut-être pas cracher certaines machines. Alors comment vous faites pour tester justement ces politiques? Est-ce que vous créez des éléments factices et ensuite tester, ou est-ce que c'est au petit bonheur la chance? Eh bien, tout à fait. En fait, on va créer des ressources non compliant où on va enforcer la sécurité dessus. Donc l'idée, c'est qu'à chaque policy qu'on va déployer, on va avoir une ressource. On va vérifier que l'action qu'on a demandé s'effectue bien dessus, et on va surtout vérifier qu'on a bien récupéré l'alerte relative à ce qui a été fait, parce qu'il faut toujours informer sur ce qui se passe. Donc effectivement, ce qui nous coûte cher sur ces comptes de test, c'est la création de ressources. Par exemple, si on va dans AWS, quand on va sécuriser un service comme RDS, on va lancer par région, parce que toutes les régions ne sont pas équivalentes, des fois les réponses API ne sont pas les mêmes, donc il faut vraiment tester en profondeur. On va lancer sur plusieurs régions, plusieurs DB clusters, ça a un coût. Donc effectivement, c'est ça, c'est créer des ressources un peu bidons, qui sont de toute façon pas compliant, vérifier que la compliancy a été mise en place, et ensuite récupérer les alertes. Du coup, ces tests sont automatisés, c'est dans votre CI/CD? Tout à fait. Est-ce que ces tests sont automatisés dans la CI/CD? Tout à fait, ça fait partie de notre politique de CI/CD. Donc en fait, pour accélérer les choses, on multithread sur plusieurs régions, les tests, et on prend sur 2 comptes AWS en parallèle. Et donc ça nous permet de valider avec un build de branche, un build pull request, et ensuite un nightly build avant le déploiement en production. Et je n'ai pas répondu à ta question tout à l'heure pour la question du déploiement en production. De manière générale, on évite de déployer de la remédiation automatisée en production sur de l'applicatif qui tourne déjà, parce que ça peut être hyper critique. Donc il faut le tester d'abord sur une white app. La mise en conformité, elle se fait après au fil de l'eau. Parce qu'en fait, on prend 2 modes. On peut prendre un mode alerte only et un mode alerte remédiation. Donc on va avoir 2 policies qui sont quasiment les mêmes. Ça va nous permettre de voir ce qui en production ne va pas, le corriger. Et en fait, le mode alerte remédiation sera lui plutôt mis en place sur les nouveaux projets, par exemple. Vous avez pu voir au travers de cette conférence à la fois une pratique, des outils et surtout des arguments. Alors pour ceux qui vont peut-être se lancer dans cette nouvelle pratique ou qui vont l'intégrer éventuellement à leur méthode de travail, eh bien je pense que vous pouvez grandement remercier Tanguy et Ismaël.